Dans la même salle, au même moment, Christophe Castaner, Laurent Nunez et Bruno Le Maire ont dû rendre des comptes aux sénateurs, tant sur les conséquences économiques liées aux dégradations des casseurs que sur l'aspect sécuritaire de la dernière manifestation des Gilets jaunes. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Et puis, il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. En question notamment l'usage plus mesuré des LBD. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas? Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. En plus de la loi anti-casseurs adoptée au Sénat, le gouvernement a annoncé des mesures pour mieux encadrer les manifestations. Mais pas question pour le ministre de l'Intérieur d'aller vers l'instauration d'un état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. De son côté, Bruno Le Maire a réévalué le montant des dégâts engendrés par les casseurs depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros. Si les commerçants, profession la plus impactée par les dommages, bénéficient de certains aménagements sociaux et fiscaux, le ministre de l'économie ne prévoit pas l'instauration d'un fonds spécial d'indemnisation. Est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence? Je pense qu'il est moins efficace, je le dis très sincèrement, que tous les dispositifs que nous avons mis en place. Les sénateurs ont annoncé qu'ils procéderont à des auditions complémentaires. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera entendue dans les prochains jours. Et avant d'en parler avec mes invités, on retourne à la salle des conférences pour une dernière réaction avec vous, Tam Tragny, avec la sénatrice communiste Cécile Cukierman, c'est à vous. Cécile Cukierman, tout d'abord, votre réaction au fait que le gouvernement mobilise le dispositif Sentinelle samedi prochain pour protéger les bâtiments officiels et les points chauds à se justifier. Bien, tout d'abord, je crois qu'après ce à quoi nous avons assisté samedi dernier, il y a besoin à la fois de protéger un certain nombre de bâtiments, mais aussi il y aura besoin samedi de protéger celles et ceux qui vont vouloir venir manifester, comme d'ailleurs c'est leur droit constitutionnel. Donc il faut plus de monde. Il faut plus de monde, nous l'avons dit. Par contre, attention, le gouvernement ne peut pas simplement se réfugier derrière une simple réponse sécuritaire. Et c'est bien ce que nous disons depuis hier et ce que nous avons rappelé aux ministres quand nous les avons auditionnés. Il y a besoin maintenant d'une réponse politique, parce que si l'on veut sortir de cette crise, sortir de ces mobilisations qui amènent inévitablement l'intrusion de Black Bloc et de tout ce qui en découle, cela veut dire qu'il faut maintenant amener des mesures concrètes sur la table pour répondre à ce besoin de justice sociale que demandent les Français. Un mot encore sur les manifestants. Ce ne sont plus des manifestants, mais des émeutiers, des séditieux, a dit tout à l'heure Benjamin Griveaux lors de son point presse. Moi, j'invite le gouvernement à faire très attention aux mots qu'il utilise et à éviter de mettre de l'huile sur le feu. Nous l'avons vu, et en tout cas les communistes, nous l'avons dénoncé depuis le début. Il y a dans ces mobilisations à la fois des manifestants et effectivement des gens qui n'ont rien à y faire, qui sont des gens qui viennent là pour casser, qui n'ont pas de revendications. Et ces gens-là, d'ailleurs, ils sont connus, ils sont quelques centaines, un millier. C'est impensable qu'aujourd'hui en France, les forces de police ne les connaissent pas. Ils doivent donc être appréhendés. Une radicalisation des Gilets jaunes, on entend des personnalités marquantes du mouvement des Gilets jaunes qui disent on constate que si on ne casse pas, il ne se passe rien, et qui justifie la casse. Il y a une radicalisation du mouvement des Gilets jaunes et je ne la partage pas, mais justement, pour empêcher cette radicalisation, il y a besoin d'une réponse politique. Et ça ne peut pas être simplement une réponse sécuritaire, parce que croire qu'avec une réponse sécuritaire, on empêchera cette radicalité est une erreur. Bien au contraire, cela va en rajouter, parce que qu'est-ce qu'est la démonstration depuis le début? C'est que finalement, plus il y a de la casse, plus on parle d'eux. Donc il y a besoin aujourd'hui d'une véritable réponse politique sur les questions sociales, sur les questions fiscales, que portent finalement les Françaises et les Français, qui sont en tout cas fortement attendus. Et on le voit, y compris dans les différents débats qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pour en revenir à l'audition hier du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est-ce que vous avez jugé ces explications, ces justifications satisfaisantes? Lui qui a notamment dit il y a eu des problèmes de management, mais au sein de la préfecture de police de Paris, et qui a ainsi expliqué le limogeage du préfet Michel Delpech. Écoutez, il y a quelque chose qui finalement est assez facile pour ce gouvernement, c'est d'avoir comme fusible les préfets. Donc effectivement, et je crois que hier après-midi, nous avons assisté pendant près de 3 heures
à un ministre de l'Intérieur qui très facilement a rejeté sur finalement le préfet et l'organisation des forces de l'ordre toutes les difficultés qui ont eu lieu samedi dernier, sachant que de toutes les façons, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, il serait remplacé. Voilà, je crois que ce serait un peu facile et un peu trop rapide de faire croire aux Français que c'est en changeant de préfet que les problèmes vont se régler dans notre pays. Bien, merci beaucoup Cécile Cukierman d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et on continue les réactions avec mes invités. Jacqueline Eustache-Brinio, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val-d'Oise. Sur ce plateau également, Martial Bourquin. Bonsoir, sénateur socialiste du Doubs. Philippe Bonnecarrère est également avec nous. Bonsoir, sénateur centriste du Tarn. Et puis Jean-Marc Garbouty, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne. Jacqueline Eustache-Brinio, près de 3 heures d'audition. Bruno Le Maire qui a dû s'expliquer sur ses actes de vandalisme et les conséquences économiques sur notre pays, mais aussi Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, très attendu. Est-ce qu'il vous a convaincu hier par ses déclarations? Convaincu, c'est pas le mot. Je pense que on a tous constaté qu'il y avait eu des dysfonctionnements énormes dans ce qui s'est passé samedi à Paris. Je pense que voilà. Après, il était là pour expliquer pourquoi un certain nombre de choses n'ont pas fonctionné. C'est vrai que la première réaction de limoger un haut fonctionnaire, je trouve pas que... Voilà, il y a, je voudrais dire, des choix politiques et les politiques qui doivent assumer... Il aurait dû prendre une responsabilité personnelle. Les politiques, d'une manière générale, quels qu'ils soient, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est pas aux fonctionnaires d'assumer les responsabilités politiques. Il aurait dû assumer davantage. Après, on peut refaire l'histoire, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas recommencer à vivre ce que nous avons vécu la semaine dernière. S'il y a des dysfonctionnements, si les choses n'ont pas fonctionné, il faut que ça s'arrête et il faut les pointer. Mais il faut assumer politiquement ces graves dysfonctionnements qui ont eu lieu la semaine dernière. Ça, c'est certain. Oui, Martial Bourquin, vous attendiez, vous, est-ce que le ministre, finalement, devant vous, assume davantage, justement, ses responsabilités? Il a beaucoup mis en cause le management des dysfonctionnements. J'ai l'impression que c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est le fonctionnaire, c'est une facilité extraordinaire. On a découvert une chose, c'est que M. Castaner n'est pas M. Cazeneuve. Il y a une différence de niveau et je crois qu'il y a eu un gouvernement qui a été pris de court dans cette situation et j'ai l'impression qu'on se sert du préfet comme un fusible. C'est pas très chouette comme... Et le vrai problème, c'est que vous avez à la fois une crise sociale profonde et en même temps des casseurs qui n'ont rien à voir avec des manifestants. Le problème, c'est de protéger des biens de la République, les biens des personnes qui sont... et puis y compris faire en sorte que les policiers n'essuient pas des violences inacceptables. Et dans une situation comme celle-là, il faut avoir des politiques de maintien de l'ordre de bon niveau. Simplement, je ne pense pas que... Et c'est là que j'ai une divergence avec M. Castaner. On avait l'impression que l'alpha et l'oméga de l'issue à cette situation, c'était la répression. Il faut de la répression par rapport aux casseurs, mais il faut très vite un débat politique pour qu'on ait une issue politique à une crise politique et sociale. Philippe Bonnecarrère, votre réaction suite à cette audition du ministre de l'Intérieur? Pour lui, il n'y a pas eu de problème d'anticipation. Notre connaissance du renseignement était bon. Il justifie ces violences par des erreurs de management. Il faut d'abord se dégager des questions de personnes. Je ne suis pas sûr que le ministre de l'Intérieur en tant que tel soit en cause. C'est une position intenable. D'un côté... c'est lui qui est à la tête de la chaîne de commandement, pardon, Philippe Bonnecarrère. Là, il en est clairement responsable. Si d'un côté, il est critiqué pour une absence de fermeté, et d'un autre côté, s'il y avait des drames dans l'exercice de répression des manifestations, on a tous en mémoire la situation de Malek Ousekine et plus récemment de Rémi Fraisse, il y en serait fait reproche. Donc sa ligne de crête est extrêmement étroite. Il est clair que samedi dernier, il y a eu un échec dans la chaîne de commandement. Et effectivement, je pense qu'il était sage pour lui d'en assumer la responsabilité, d'en tirer vite les conséquences. Mais je voudrais quand même insister sur deux choses. C'est le 18e épisode. Les gens sont aussi épuisés. Je pense aux forces de police.
Il faut donc leur garder des moyens d'action et je ne partage pas l'idée, par exemple, de les désarmer quant aux moyens à utiliser. Et en même temps, il faut continuer à évoluer face à des manifestants qui sont beaucoup radicalisés. Et ça, nous sommes là dans un problème de société, puisque ce n'est pas qu'un problème franco-français. C'est malheureusement une situation que l'on retrouve ailleurs en Europe. Et c'est donc vraiment une préoccupation, je crois, pour chacun d'entre nous dans la suite de la vie publique. Ouais, Jean-Marc Gabouty, ça a été rappelé à l'instant, on voit que les forces de l'ordre sont épuisées. Le gouvernement veut faire évoluer la doctrine en matière de maintien de l'ordre en les encourageant, ces forces de l'ordre, à aller davantage au contact. Est-ce que c'est un peu irresponsable dans la situation? Bon, il faut penser, ce que disait Philippe Bonnecarrère, que nous sommes au 18e samedi face à un phénomène totalement nouveau. Donc on n'a pas forcément l'expérience. Les autres manifestations, on le voit très bien, c'est pas un problème de manifestation, elle se passe bien. Il y a eu une autre manifestation à Paris avec 40 000 personnes, aucun incident. Donc on est face à ce phénomène avec des black blocs, oui, mais aussi avec des gilets jaunes qui sont excessivement violents. Ils sont radicalisés, c'est ce qu'a dit Laurent Nunez. Qui n'attendent aucune réponse politique. C'est-à-dire qu'on peut apporter n'importe quelle réponse politique. Ce public-là ne sera pas satisfait. Alors il y a tous ceux qui les soutiennent. Il y a en France effectivement un problème social, un problème de malaise. Je dirais que c'est un autre sujet. Il y a des liens entre les deux, mais il ne faut pas complètement les corréler. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des dysfonctionnements, mais si vous voulez voir des images, effectivement, où ce sont des manifestants à pied qui courent après des voitures de police qui sont obligés de reculer à toute vitesse, etc., enfin, c'est un petit peu le monde à l'envers. Le gouvernement prend des mesures nouvelles, j'espère qu'il va réussir. On se trouve, après samedi dernier, il se trouve dans une position d'une obligation non plus de moyens, mais d'une obligation de résultats. Hein. Je veux dire que là, il est au pied du mur, il a grillé un petit peu une cartouche samedi dernier avec ces dysfonctionnements qui ont ému le pays et qui ont causé des dégâts considérables sur les Champs-Élysées. Il est au pied du mur, Christophe Castaner. S'il y a de nouveaux incidents ce samedi, lors d'un acte 19 des Gilets aujourd'hui, jaunes. Le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, on a des situations, et on le rappelait, c'est 18 samedi. À un moment, il faut juste avoir l'honnêteté de se dire que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer, je veux dire. Donc, on peut pas, il n'y a pas 50 solutions, hein, malheureusement. C'est où on interdit toute manifestation des Gilets jaunes, parce que, mon collègue l'a rappelé, c'est quand même les Gilets jaunes qui sont à l'initiative de cette manifestation. Bien sûr que les black blocs sont des gens qui détruisent tout, etc. Mais c'est quand même les Gilets jaunes qui appellent à venir manifester sur Paris. Il ne faut pas dédouaner les Gilets jaunes de tout ce qui se passe. Parce que quand on manifeste et quand on ne sait plus gérer un mouvement, il faut l'assumer. Ça veut dire quoi, Jacqueline Eustache-Brinio? Benjamin Griveaux dit aujourd'hui, on ne parle plus de manifestants, ce sont des émeutiers. Bah bien sûr. Tous les manifestants sont des émeutiers. Pas tous, mais une partie. Attendez, je finis juste. Aujourd'hui, on a quand même une population qui était excédée par ce qui se passe. D'abord, il y a des conséquences économiques et d'image du pays qui sont dramatiques pour notre pays. Voilà. On attend. Alors, j'entends qu'il y a l'expression de souffrance sociale, etc. Moi, vous connaissez bien, moi je suis républicaine, je ne suis pas En Marche. Le président, il a débloqué un certain nombre, une grosse somme quand même, au début des Gilets. Alors peut-être qu'il a attendu trop tard pour réagir. Mais aujourd'hui, il ne faut pas croire non plus, il ne faut pas laisser croire qu'un président, quel qu'il soit, du jour au lendemain, il va dire oui à toutes les revendications qu'une petite partie des habitants... Combien ils étaient les manifestants la dernière fois? Ils étaient combien en France? Ils étaient 30 000 maximum. 30 000 personnes qui appellent à manifester, qui ne sait plus gérer physiquement ces manifestations et qui aujourd'hui demandent à ce que l'État écoute et accepte toutes les revendications. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, malheureusement. Je pense qu'effectivement, il faut une issue politique. Et ce président, plutôt que de faire ses shows un peu partout, y compris un de 8 heures, ferait mieux de chercher une issue politique. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des grenelles, il y a des solutions à apporter pour qu'on se mette à négocier, à discuter. Le grand débat, ce n'était pas une... Mais le grand débat c'était tellement cadré que c'était un show épouvantable. C'est-à-dire, rendez compte qu'avec les intellectuels, j'ai entendu Mme Médac qui disait « j'ai été pris en otage pendant 8 heures, pourquoi j'y suis allé ?» Et donc, à un moment donné, le vrai problème, c'est que M. Macron doit regarder les problèmes qu'il crée. Regardez voir, on va avoir dans peu de temps le débat sur Pacte. On dit qu'il y a un grand débat. On a demandé à ce que soit la privatisation d'ADP
aéroport de Paris, soit versé au grand débat. Qu'y compris sur des questions comme ça, il y ait consultation. Rien. Il veut qu'on négocie sur ce qu'il dit de négocier. C'est lui qui bloque toute la situation. Il est l'obstacle à une issue politique. Les bonnes carrés, ensuite, Jean-Marc Gabouty. Le président de la République est face à son épreuve du feu. La réponse qu'il va donner dans les jours qui viennent est bien sûr essentielle. Mais au-delà de la réponse du président de la République, je me permets d'insister ou de dire aux manifestants qu'il faut arrêter, parce que cela n'a plus de sens. S'ils veulent participer à la vie publique, ils le font en se présentant à des élections. Mais mesurons bien où on en est. Nous sommes obligés, dans cette situation de crise, de faire appel pour défendre les bâtiments publics à des militaires. Les militaires ont assuré, Sentinelle qui est redéployée, les militaires ont assuré la défense de notre pays et à se former. Nous les détournons de ce qui est leur vocation directe. Notre police, notre gendarmerie ont d'énormes responsabilités en matière de lutte contre le terrorisme et sont obligés aujourd'hui de s'occuper d'autres éléments, outre le respect de l'ordre sur chacun de nos territoires. On arrive à une situation qui est hors de toute raison. Qu'il y ait une attente vis-à-vis du président de la République, je vais espérer qu'il sera à la hauteur, dans l'intérêt de notre pays, de la situation. Pour l'instant, il ne l'a pas montré, hein. Il a lancé un débat. S'il s'était exprimé, mais s'il s'était exprimé avant la fin du débat, M. Bourquin, on lui aurait reproché. Écoutez, le président de la République. avoir un débat qui est complètement excusé d'avance. Non, le président de la République a lancé effectivement un débat. C'est un choix de méthode parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Vous voulez négocier avec qui ? Voilà, je veux dire que les syndicats eux-mêmes étaient débordés par le mouvement des Gilets jaunes. On a bien vu qu'ils n'avaient pratiquement aucune prise dessus. Donc négocier avec les Gilets jaunes, c'était impossible, puisque dès qu'ils avaient un représentant qui émergeait, je dirais, il était insulté, menacé, etc. Donc la méthode du grand débat, à mon avis, était la bonne méthode. Elle a l'inconvénient d'être un peu longue, donc de différer effectivement les annonces. Et les débats qui ont eu lieu en province, moi j'ai participé à 4 débats dans mon département, je veux dire, il y avait des lignes directrices, mais ceux qui les animaient, en l'occurrence j'en ai animé 2, je dirais s'exprimaient, enfin ils avaient une liberté d'expression et on a tout remonté. Et on a bien vu d'ailleurs que le pouvoir d'achat qui ne figurait pas dans le cadre formel du grand débat remonte aujourd'hui. Pour autant, ça n'a pas empêché les violences de samedi et le symbole est fort. Au lendemain de la fin du grand débat, au lendemain du 15 mars, on assiste à cette... Il est là le problème, c'est que le président, qu'on soit pour ou contre ce grand débat, à la limite, bon, c'est la méthode qui a été choisie, c'est la méthode qui est choisie. On n'attend même pas de savoir ce qui va en sortir, qu'est-ce qu'il va être concrètement... Voilà, mais on continue à casser, et puis on empile des revendications individuelles, comme si, et il ne faut pas se leurrer, un président de la République, quel qu'il soit, il ne peut pas répondre à toutes les demandes individuelles. Enfin, on est parti dans Gilets jaunes, dans un cahier. Cautionnent ces violences, ils se disent finalement, ça devient un mal nécessaire. Je n'ai pas entendu beaucoup de Gilets jaunes condamnés à la télé, dans les médias. Ce qui s'est passé à Paris, j'ai pas beaucoup entendu. Donc cette espèce de complicité sans être dans complicité, je veux dire, moi ça me gêne. Je pense qu'on aurait tort de faire l'amalgame entre des personnes qui manifestent. C'est un droit constitutionnel. Non mais ça, il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième chose, avec les casseurs. Là, c'était probant. Samedi, c'était même d'une violence épouvantable, et des gens qui étaient habillés en black bloc et qui venaient pour casser, qui venaient pour attaquer les forces de police. Chers collègues, qui appelle à manifester? Attendez, c'est quand même les Gilets jaunes. Et c'est à l'État d'assurer l'ordre. Et la deuxième chose, la conception du débat. Vous savez très bien qu'il y a 2 façons de débattre. Il y a une façon constructive visant à trouver des solutions, et il y a une conception exutoire. Non mais et un caractère catharsique du débat pour justement faire en sorte que on ne change rien à la politique que je mène. Et il le dit régulièrement, on ne changera rien. La preuve, c'est qu'il privatise l'aéroport de Paris, qui est une aberration. Ça, je suis d'accord. Pour moi, il y a l'urgence et le moyen terme. L'urgence, c'est de rétablir l'ordre public. Exactement. Et ça, ce n'est pas une question. Et la fermeté, les mesures sécuritaires, ça va y contribuer, vous pensez? Ça va fonctionner, les interdictions de manifester? Je pense effectivement. Je ne suis pas sensible à l'aspect arsenal juridique. Je pense qu'on avait déjà bien assez de lois. On avait tout ce qu'il fallait. C'est indiscutablement une question de mise en œuvre. Ça, c'est l'urgence. Et puis, il y a le moyen terme qui concerne les réformes de notre pays et l'immense paradoxe dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui,
avec un président de la République qui a été élu sur le constat du blocage de la société française et de la nécessité de réformer, et qu'élu justement sur cette analyse, il reçoit en contrepoint avec violence les manifestations qui interviennent. La clé est entre ses mains, c'est la clé aussi de son quinquennat, et je vais espérer encore une fois qu'il sera à la hauteur dans l'intérêt du pays, de la situation. Jean-Marc Gabouty, on a un peu moins d'une minute pour conclure ce débat. Je crois, si vous voulez, que c'est effectivement la sortie du grand débat est quelque chose de décisif pour le président de la République et pour le gouvernement, encore plus pour le président de la République, parce que le gouvernement peut en changer, mais le président, je dirais, il joue son quinquennat là-dessus, en associant, et c'est difficile, en associant la ligne politique qui lui a permis d'être élu et les propositions qu'il a faites lors de l'élection présidentielle à des infléchissements sur des sujets qui ont été négligés ou qui ont été mal pris en compte. On a parlé de la CSG sur les retraites, la non-revalorisation des retraites, d'ensemble de problèmes. Donc il faut qu'il arrive à associer les deux, c'est-à-dire apporter des choses concrètes et nouvelles, mais sans se renier sur ce qui est sa ligne directrice, ce qui me paraît normal. Et ce qui paye beaucoup, c'est sa personnalité aussi. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Sage-Brignot, merci à vous Jean-Marc Gabouty, merci Philippe Bonnecarrère, merci Martial Bourquin, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.